Je passe la parole à Monsieur Gusti, qui va nous indiquer comment concilier protection de la biodiversité et activité humaine, l'exemple de la pêche et du tourisme dans les terres australes et antarctiques françaises. À vous, Monsieur Gusti. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le directeur. J'espère que mon écran est bien partagé avec un diaporama. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, je vais commencer ma présentation, même si ça a été évoqué par Monsieur le sénateur Michel Magras et plus largement développé par Madame la sénatrice Lopez, par une présentation qui va donc être extrêmement rapide des TAF, donc une immensité géographique avec des distances extrêmement importantes, hein, ces 2800 km, qui est une distance qu'on trouve entre la Réunion et Crozet, ou la Réunion et Amsterdam, ou entre Hobart et la Terre Adélie. Hobart étant le port logistique qui permet d'approvisionner du Mont d'Urville. Et surtout, c'est une distance, c'est un des premiers chiffres clés qu'on peut avancer, qui est de 9000 km entre les îles Éparses et la Terre Adélie. 9000 km, c'est la largeur de la Russie. Peut-être pour illustrer cette grande répartition géographique avec un œil qui sera peut-être plus familier de l'hémisphère nord. Donc en basculant en hémisphère nord sous les mêmes latitudes les différents districts des terres australes et antarctiques françaises, eh bien on peut mettre Kerguelen au niveau de Paris, Crozet au niveau de la Serbie, Saint-Paul-Amsterdam au niveau du Portugal, la Terre Adélie au niveau du Groenland et les îles Éparses en Afrique subsaharienne. Autre chiffre clé, donc 2,27 millions de kilomètres carrés, c'est la superficie terrestre et maritime des terres australes et antarctiques françaises. Alors, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça représente donc 20% de l'espace maritime français, donc qui est le deuxième au monde. Et puis, dernier chiffre clé, environ 680 000 km², c'est la superficie de la réserve naturelle des terres australes, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc qui représente l'une des plus grandes aires protégées au monde. Ça a été évoqué aussi par Madame la sénatrice Lopez, des caractéristiques communes entre ces différents territoires. On a vu qu'on passait du tropical à l'Antarctique en passant par le subtropical et le subantarctique. Il y a quand même des caractéristiques communes entre ces différents territoires qui sont notamment l'isolement et l'absence de population permanente, et donc l'absence d'impact direct des activités humaines, et une biodiversité exceptionnelle, les deux étant bien évidemment liés. Et tout ça fait de ces territoires des laboratoires à ciel ouvert qui permettent notamment l'observation de la biodiversité et des changements climatiques. Alors, la biodiversité de ces territoires, plutôt que de l'illustrer par des planches et des chiffres clés, je vous propose de passer un petit film qui illustre cette biodiversité des terres australes et antarctiques françaises. Donc, je ne sais pas si je partage, si je lance d'ici ou si ça lance depuis la régie du Sénat.
Voilà donc ce petit film pour illustrer la biodiversité dans les TAF. Alors il manque l'Antarctique, où on peut aussi souligner l'importance des populations de pétrels ou de manchots empereurs qui constituent l'espèce emblématique des régions froides, ou aussi des phoques de Weddell. Alors, les terres australes et antarctiques françaises bénéficient de dispositifs de protection. Premier district à évoquer, donc ceux des terres australes, avec une réserve naturelle nationale des terres australes françaises qui a été créée en 2006, qui a déjà connu une extension en 2016 et qui, en 2022, va encore être étendue pour atteindre l'intégralité de l'espace, des espaces terrestres et maritimes de ces territoires, soit 15% de l'espace maritime français. Et puis, ce territoire, cette réserve bénéficie de 3 labellisations. Une labellisation Ramsar en 2008, classée à la liste verte en 2017, et puis le patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Et puis une feuille de route qui est constituée par un plan de gestion, j'y reviendrai après. Côté des îles Éparses, là aussi, un statut à l'heure actuelle pour les Glorieuses, qui est celle d'un parc naturel marin. Prochainement, une réserve naturelle nationale. Hein, on attend très prochainement la sortie du décret, et puis une perspective en 2022 d'extension de la réserve à l'intégralité des îles Éparses. Et puis une labellisation, celle de Ramsar, qui date de 2011, et puis un plan qui n'est pas encore un plan de gestion en tant que tel, puisque la réserve n'est pas encore créée, mais un plan d'action de biodiversité. Alors ces plans, eh bien, c'est quatre grands éléments. C'est d'abord des inventaires et des suivis, donc la connaissance hein, que nous devons avoir de la biodiversité, des actions de restauration, notamment des actions de biosécurité pour protéger ces territoires des espèces invasives, une gestion et un encadrement des usages, on va y venir avec la pêche et le tourisme, et enfin des facteurs clés de réussite qui vont des actions de sensibilisation aux actions de surveillance de ces territoires, à la logistique bien évidemment nécessaire pour ces territoires et pour armer les bases qui vont assurer à la fois la souveraineté, mais aussi la protection de la biodiversité et le soutien à la recherche, et enfin tous les partenariats qui peuvent exister. Alors, pour en venir aux questions d'activité économique, on va commencer par la pêche. D'abord, pour souligner que c'est une activité économique extrêmement importante. Donc, il y a d'une part la pêche autonidée, qui se pratique au nord de la zone, notamment dans les îles Éparses. Donc 480 tonnes de tonidés. Tout ça rentre dans le cadre et sous le couvert de la commission tonnière de l'océan Indien. Et puis la pêche australe, qui est là une activité extrêmement importante. Hein. Ça représente 630 emplois, dont 570 à La Réunion. C'est une pêche à forte valeur ajoutée, puisque ça représente 8% de la pêche en France en chiffre d'affaires. C'est le deuxième secteur d'exportation à La Réunion. Donc ça représente 6000 tonnes de légine, avec 7 navires qui pêchent cette légine, et un peu moins de 400 tonnes de langoustes à Saint-Paul et Amsterdam. Alors cette pêche, elle est donc a une vocation d'être une pêche durable, avec différents aspects. D'abord, des recommandations scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle sur les taux admissibles, les totaux admissibles de capture. Et puis depuis 2015, un plan de gestion de la pêcherie à la Légine australe qui a été mis en place avec d'autres dispositifs juridiques et administratifs qui permettent de définir des axes de gestion pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et scientifiques de cette pêche, pour lui donner, encore une fois, un caractère durable. Alors, les axes de gestion, pour les lister rapidement, eh bien, il s'agit donc de conserver une biomasse reproductrice de la légine australe à l'échelle de 35 ans suffisamment forte. C'est tout l'enjeu de la fixation des totaux admissibles de capture. Garantir un niveau résiduel, voire nul, de capture accidentelle d'oiseaux. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits. Et
maintenant, les objectifs ont été atteints. Garantir un niveau d'impact minimal sur les espèces non ciblées, les requins, les raies, pour éviter donc ces captures d'espèces. Préserver les écosystèmes benthiques donc des fonds marins, lutter contre la déprédation par les mammifères marins, et puis améliorer le cadre de gestion des rejets des déchets, et enfin, plus globalement, réduire l'empreinte écologique des activités de pêche. En complément, sont embarqués à bord des navires de pêche à la Légine des contrôleurs des pêches qui permettent à la fois de veiller au respect de la réglementation par les armements et aussi collecter les informations nécessaires au suivi scientifique. Et puis, les terres australes et antarctiques françaises sont présents et contribuent aux travaux des commissions qui concernent les questions de préservation des ressources et de protection, que sont la CAMELAR, donc la Commission de la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique, et les organisations régionales de pêche, comme l'APSOI et la CTOI, donc la Commission tonnerre de l'océan Indien que je citais tout à l'heure. Et puis, un élément extrêmement essentiel, particulièrement essentiel, c'est la garantie de protéger ces espaces, et ce sont des réserves pour les terres australes françaises. Ça va le devenir prochainement pour les éparses. Donc, garantir que les pressions non voulues comme la pêche illégale ou les pollutions qui peuvent intervenir soient maîtrisées, limitées, voire supprimées. Et donc, la mobilisation de l'Astrolabe, qui est un navire propriété d'État mis en œuvre par la Marine nationale ou par les bâtiments de la Marine nationale présents à La Réunion, une surveillance satellitaire qui est notamment utilisée par le Centre national de surveillance des pêches, au CROSS-ETEL, le patrouilleur des affaires maritimes, le ZIRIS-2, et puis la pêche autorisée, qui constitue de fait une présence qui permet de vérifier l'absence de pêche illégale dans les espaces maritimes. Et puis enfin, je cite, pour l'anecdote, quoique, pas qu'une anecdote, c'est le programme Océan Sentinelle, qui a consisté à fixer des capteurs sur les albatros pour vérifier l'absence ou au contraire détecter la présence de navires de pêche non autorisés. Pour passer à l'autre activité économique qui concerne l'État, l'activité touristique, alors c'est une activité extrêmement encadrée, qui est qualitative et qui encore une fois, nécessite une attention très particulière pour éviter toute dérive ou toute activité qui aurait un impact environnemental sur ces territoires préservés. Et donc, l'État mettait en œuvre, jusqu'avant le Covid, des offres de tourisme à bord du Maran du Frêne, extrêmement limitées, c'est 10 à 12 personnes par rotation, 4 rotations annuelles, donc c'est vraiment un tourisme extrêmement limité. La compagnie du Ponant a mis en place en 2017, 2018 et 2019 des croisières aussi très encadrées, avec sur des petits bâtiments de croisière, donc avec 200 passagers au plus. Et que ce soit les touristes du Maran du Frêne ou ceux du Lyrial, eh bien, l'enjeu, c'est bien qu'ils soient pris en charge par des agents de la Réserve naturelle nationale pour préparer un circuit sur mesure et éviter toute perturbation du milieu. Et puis, des mesures de biosécurité qui consistent à éviter l'introduction d'espèces invasives dans les territoires. Et puis, un petit focus sur l'Antarctique, qui là aussi est une activité touristique en grand développement, puisqu'on est maintenant à l'échelle de l'Antarctique à 73 000 touristes. 10% font l'objet d'une instruction par l'État, qui sont autorités nationales compétentes dans le cadre du protocole de Madrid, donc pour autoriser ou non les activités humaines en Antarctique. Et donc un phénomène en développement qui nécessite là aussi une attention particulière, et notamment dans le cadre de la prochaine réunion consultative du traité sur l'Antarctique, qui aura lieu à Paris en juin prochain. Eh bien, la France a impulsé et coordonné des travaux visant à mieux encadrer ces activités touristiques
avec la création d'un manuel rassemblant les règles applicables aux activités touristiques, et puis la possibilité d'embarquer des observateurs sur les navires de croisière afin de veiller à ce que les activités respectent les règles imparties. Voilà ce que je pouvais vous présenter sur deux grandes activités touristiques, deux grandes activités économiques, pardon, dans les terres australes et antarctiques françaises. Je vous remercie.